qui augmente moins que l'endettement, ça veut dire que vous allez à l'impasse. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de nous endetter à un rythme beaucoup plus rapide que le PIB. Alors, ça veut dire, regardez le taux, voilà, ça c'est la dette. Là encore, je ne prends ici que la dette de l'État. Il faudrait élargir, parce que la dette publique aujourd'hui, c'est-à-dire au sens large, elle approche 600 milliards. 600 milliards sur un PIB de 800, on va dire peut-être là, cette année, il va monter à 830 milliards, vous voyez un peu, ça devient assez critique. On approche d'une proportion qui devient critique. Hein. Mais le plus grave encore dans tout ça, c'est encore une fois, je vous dis, c'est la logique infernale qui se développe. Parce que, encore une fois, avec la dette, surtout d'abord en ce moment, le ministre des Finances est en train de sillonner les cafés capital pour chercher de l'endettement. Quand vous vous endettez en devises, vous devez rembourser en devises. Si vous n'avez pas de devises, vous tombez dans la situation que je vous ai dit tout à l'heure. Tout simplement. C'est-à-dire, début des années 80, c'est exactement le scénario. Il arrive un moment où vous avez d'un côté besoin de financer vos importations pour vivre et de rembourser la dette. Parce que c'est des engagements que vous avez contractés. Vous regardez vos réserves, elles ne suffisent pas, vous levez les bras au ciel et vous vous en remettez au Fonds monétaire international. Voilà. Alors, je n'en dis pas plus. Pour terminer, j'ai dit tout à l'heure, quelle perspective? Je ne cite que les têtes du chapitre et après, la discussion, on pourra... Alors, j'estime, évidemment, je ne suis pas exhaustif, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai tout prévu, hein. Rien ce que, modestement, en mon âme et conscience, j'estime être les problèmes à venir, les perspectives. D'abord, à court terme, c'est ce que je vous ai dit, c'est clair, nous sommes au mois de décembre, je répète encore une fois, tout peut arriver. Le meilleur et le pire. Allah, le meilleur. Personne de sensé ne peut écarter le pire. Donc, on est dans une situation où, à court terme, on ne sait pas encore comment sera l'année. 2012, 2013. Le déficit budgétaire et la crise des finances publiques, je viens de vous en dire, donc je peux vous assurer que, en ce moment, le gouvernement essaye de trouver des moyens de replâtrer les choses. J'espère, avec l'exemple que je vous ai donné, que vous avez bien touché du doigt que le problème, ce n'est pas du replâtrage, que vous ne pouvez pas régler le problème avec du replâtrage. Que la vraie solution, évidemment, elle est dans une vraie réforme fiscale. On peut revenir sur ce que veut dire une vraie réforme fiscale. Où elle est qui? Et je veux insister là-dessus, même si ça va désespérer certains parmi nous. Mais la vérité, il faut la dire. Je répète, encore une fois, que supposons, rêvons un peu, réveillons-nous demain matin avec le meilleur gouvernement du monde, qui fait la meilleure réforme fiscale du monde, bien, pour augmenter les ressources fiscales. Ça ne produira pas ses effets avant 4-5 ans. Donc, avec le problème, comme tout à l'heure, avec le taux de couverture de 60%, c'est-à-dire le taux de couverture des dépenses de l'État par les ressources fiscales, il y a 60%, il est structurel, c'est du roc. On peut le bouger, on peut l'augmenter un petit peu, il peut se dégrader. Mais c'est un problème. Et le fait qu'il soit à ce niveau signifie que vous pouvez lire les crises de 2014, 2015, réfléchir. Qu'est-ce que peut faire un gouvernement? Qu'est-ce qu'il peut faire de miraculeux pour changer les choses? Soyons clairs. Donc, je répète, attention, j'espère que je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de solution. Je ne suis pas en train de vous dire que la vraie réforme fiscale n'est pas capable de tirer, de proposer de vraies alternatives. Voilà, je ne peux pas vous raconter des histoires. Il n'y a qu'à. Je suis en train de vous dire que malheureusement les problèmes sont si profonds, que la crise malheureusement est là depuis si longtemps, que d'abord le problème ne se résoudra pas en un soir. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc,
les déficits. Les déficits, vous voyez, j'ai même pas besoin d'avoir, parce que j'ai tellement parlé de ce genre-là, j'ai même pas besoin de... Les déficits externes et les problèmes de réserve de change, j'en ai parlé, c'est des problèmes à court terme. Hein. Vous savez que d'abord, selon le gouvernement, les réserves qu'on a suffiraient... Alors, il y a un débat, 3 mois et demi, 3 mois, 4 mois. Moi, je pense qu'ils se contentent de parler des importations. Or, le problème, c'est qu'il faut introduire aussi le service de la dette externe. Il y a ce qu'il faut payer. Ce n'est pas seulement les importations, c'est les importations et le service de la dette. Si vous comptez le service de la dette, vous descendez en dessous de 3 mois. Mais le plus grave, c'est pas ça, c'est que le déficit d'abord commercial augmente, mais avant, on disait d'une année à l'autre. D'abord, on parle d'un mois à l'autre. Le déficit s'aggrave d'un mois à l'autre. Donc quand je mets ça dans les problèmes à court terme, regardez, c'est bien ce que je veux dire. Je veux dire que le problème est devenu un problème urgent. Alors, et enfin, la détérioration du climat social. Est-ce que j'ai besoin de dire, là aussi, il suffit d'aller du côté du Parlement, il suffit de voir ce qui se passe dans le pays, que là, il suffit d'aller voir en ce moment les grèves dans le secteur des transports, il suffit de voir ce qu'il y a dans le domaine des droits de l'homme, tout simplement des droits des citoyens, je dirais des jugements, mais absolument surréalistes, qui sont faits en ce moment à Marrakech, à Casablanca, etc. Donc, il y a un climat, qu'on le veuille ou non, qui est mauvais, qui peut se dégrader à court terme. Bien. À moyen terme, je vois les problèmes, c'est-à-dire des choses qui vont aller. À moyen terme, on a un rythme de croissance de 4 points. Ce qu'on veut, c'est qu'il augmente, c'est qu'il double. Malheureusement, il peut baisser encore. Parce qu'il n'y a pas de mystère. La sanction, rien dit. Quand tous les problèmes que je vous ai cités tout à l'heure, les problèmes des structures de la production, les problèmes de la qualité de la force de travail, les problèmes de l'éducation, les problèmes de l'agriculture, les problèmes de l'industrie, tout ça, c'est ça qui fait un taux de croissance. Si tout ça est défaillant, s'il y a des problèmes en plus conjoncturels du genre réserve de change, déficit budgétaire, etc., ça veut dire que le rythme de croissance peut baisser. Avec les conséquences, bien sûr, sur le chômage que cela peut avoir. La crise de la dette et le retour de la tutelle des institutions financières internationales, j'en ai parlé, je ne reviens pas, mais je pense que c'est quelque chose maintenant. Encore une fois, je vous assure, je ne veux pas dramatiser pour dramatiser. J'aime pas ça, je ne veux pas démarrer gratuitement comme ça, dire ah attention là. J'aime pas ça. Mais je répète, je n'ai pas le droit de cacher des choses que je vois venir. J'espère de tout cœur, je vous assure, j'essaie d'être le plus honnête possible, j'espère de tout cœur avoir tort. J'espère avoir tort. Mais ne pas dire la vérité n'est pas acceptable. Et donc, l'hypothèse, d'une dégradation de la dette, des réserves de change et d'une arrivée possible du FMI n'est plus un scénario imaginaire. C'est malheureusement un scénario avec lequel il faut compter. Et enfin, là, alors évidemment, la dégradation des conditions de vie, parce que ça c'est la conséquence de la baisse du régime de croissance, bien évidemment, etc. Et enfin, la question alors des retraites, j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, je n'ai pas encore parlé de la question de compensation, je vais en parler pour terminer par exemple. Mais je mets ça parce que malheureusement la question de la caisse de retraite, je l'ai pour être simple, très rapidement. Je viens à la question. Vous avez, alors, c'est un problème d'ailleurs qui est lié aussi à l'évolution de la démographie et de la question du chômage. Donc quel est le problème? Le problème c'est que on est dans un pays où l'essentiel de la population, la première génération de la population qui est en retraite, c'est-à-dire cette population qui est entrée dans la vie active entre 1956 et 1975, donc avec les 20 premières années de l'indépendance, et bien vous transposez 40 ans après, elle est en train de sortir de la vie active. C'est tout simple, c'est démographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de gens vont sortir, moins ils cotisent, et plus ils demandent, ce qui est normal, ils ont cotisé toute leur vie, maintenant ils sont là pour demander. Donc, ils cotisent moins, ils cotisent plus, et ils demandent leur retraite.
une situation normale. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que justement les flux, il y a un couple de choses. Les flux des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, s'ils entrent dans la vie active, ben ils cotisent. Et donc, c'est vous, en cotisant, qui permettez l'équilibre du système. Donc, il faut qu'il y ait un flux entrant qui compense le flux sortant. C'est tout bête et tout simple. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le flux entrant, aujourd'hui, est moins important, va être de moins en moins important par rapport au flux sortant. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, la crise elle est là. C'est évident que les caisses de retraite, aujourd'hui, vous savez que la CNR, la caisse de retraite la plus importante des fonctionnaires, à partir de ce trimestre d'ailleurs, c'est une chose pour vous dire, c'est une chose qu'on dit depuis 7 ans, parce qu'en 2005, avait été faite une étude actuariale qui avait mis en évidence un chiffre. Elle avait dit, en 4e trimestre de 2012, la caisse marocaine de retraite va commencer à payer ses retraités, non pas sur ses recettes, mais sur ses réserves. Les réserves de change. Et bien c'est ce qui se passe. Un trimestre. Les retraités aujourd'hui, un trimestre sont payés sur les réserves. Combien ça peut durer comme ça? 2017, 2018, 2019. C'est évident, voilà ce que j'appelle, c'est une vraie bombardement. C'est évident que s'il n'y a pas une réforme radicale du système, eh ben, vous imaginez des gens qui ont travaillé toute leur vie, au soir de leur vie ne trouvent pas de ressources. Vous imaginez ce que ça représente pour l'équilibre et la stabilité du pays? Donc, je ne vous fais pas un... C'est un des vrais problèmes à venir, s'il n'y a pas bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour terminer? Moi, j'ai dit au départ, franchement, je vous assure que depuis, je veux dire, on est dans un pays où, d'accord, on fait le constat, on fait le diagnostic, etc. Mais en vérité, il ne faut pas s'imaginer que les solutions sont, bien sûr, plus on tarde à mettre en œuvre les réformes, et plus c'est compliqué. Et plus c'est coûteux. La preuve vivante que vous avez là, il y a la caisse de compensation. Vous savez que la caisse de compensation, c'est un problème qui a 40 ans. 40 ans. Vous savez que la première grève générale au Maroc, celle de juin 1981, où il y a eu des centaines de morts à Casablanca, c'était la conséquence déjà de la caisse de compensation. Pour vous dire, c'était en juin 81 du siècle passé. Pour vous dire que ce n'était pas un problème d'hier. Certains, aujourd'hui, feignent de croire que c'est tout nouveau. Donc, on ne l'a pas réglé. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans n'ont pas voulu le régler. Aujourd'hui, il est 10 fois plus grave. En termes financiers. D'abord, aujourd'hui, on va dépenser 50 milliards. Actu, 50 milliards, madame. À 7 points de PIB. 7 points de PIB. Pour des dépenses que vous savez. Si au moins ça profitait aux pauvres. Si au moins ça profitait à ceux qui en ont besoin. Donc, c'est 7 points de PIB qu'on jette par la fenêtre. Dans l'économie de rente et pour une poignée de privilégiés. Alors que dans les années 80 ou 90, c'était 0,1 point de PIB, 1 point de PIB, 1,5. Voilà. Donc, c'est vous dire que plus on tarde, plus c'est coûteux, plus c'est difficile. Mais, ce qui est certain, ça aussi c'est la deuxième certitude, je répète que, croyez-moi, c'est vraiment le résultat de l'expérience. Il n'y a pas d'a priori là-dedans. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas d'idéologie. Un demi-siècle de développement de ce pays, depuis l'indépendance, a montré que sans réforme politique, il n'y a pas de réforme économique. C'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette période, on est maintenant arrivé à une phase où on constate clairement que le système politique est devenu l'obstacle lui-même. À l'aise, encore une fois. Je ne vais pas rassurer, je ne vais pas vous expliquer ça simplement par des considérations politiques, la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'expression, tout ça est évidemment très important.
Mais moi, ce que je veux vous expliquer ici, c'est que nous sommes arrivés à une situation où le mode de décision, parce que finalement la politique c'est quoi? C'est la décision. La décision, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en économie, c'est l'arbitrage, c'est les choix, c'est comment vous affectez les ressources. Or, un système efficace, je ne dis pas d'appareil démocratique, un système efficace, je ne vois un système efficace. C'est un système, à mon avis, qui va allier entre trois mots. Je ne vois avec les trois mots. Légitimité, responsabilité et redevabilité. Et je vais vous dire, pour vous convaincre, la politique. Prenons une société anonyme. Une société anonyme. Vous avez fait un droit de société, vous avez étudié ce que c'est que la société anonyme. Bien. Une société anonyme, c'est quoi? C'est des actionnaires qui se réunissent une assemblée générale, qui élisent un conseil d'administration, un président. Sur la base de quoi? Sur la base d'un programme. C'est un engagement, c'est un contrat. Moi, je veux être élu. Je m'engage pour faire ça et ça et ça et ça. Deuxième. Tu es élu. Après, quand je suis élu, ça veut dire que je suis légitime, je suis fort. Je ne dois rendre, je sais que je ne dois rien à personne si ce n'est à ceux qui m'ont élu. Donc, je vais appliquer mon programme. Je suis fort pour appliquer mon programme. Une fois que je l'ai appliqué, je peux réussir, je peux échouer. Mais, je sais que je dois rendre compte, redevabilité. Je vais rendre, en sachant que je vais rendre compte, eh bien, ça change beaucoup. Parce que si je sais que je vais rendre compte, eh bien, je vais faire attention, je vais tout faire pour réussir. C'est autre chose si je sais que de toute façon je n'ai de compte à rendre à personne, je ne vais rendre compte à personne. Si je sais que je ne vais pas rendre compte, je ne suis pas obligé d'être attentif à mes choix, de faire ce qu'il faut pour réussir. Vous voyez, je suis en train de vous expliquer des choses simples que vous comprenez, même dans le cadre d'une société commerciale, capitaliste, comme vous voulez. Et bien, transposons tout ça à un pays. Si je suis dans un système politique où les vrais décideurs, les marionnettes, soyons clairs, on est en train de parler des vrais décideurs, ceux qui décident. Celui qui a décidé le TGV, c'est certainement pas ni Mbah, ni Bekiral, ni ni même le Parlement, soyons clairs. Si je suis dans un système politique où ceux qui décident d'abord sont élus, et je répète, l'élection, c'est-à-dire qu'ils tirent leur légitimité des urnes, parce qu'il y a un contrat entre eux et la population. Et ils savent ensuite que quand ils prennent leurs responsabilités, ils tirent la force de cette responsabilité, de la confiance qui leur a été donnée. Et ensuite, ils savent qu'ils vont rendre compte. Si on est dans un système politique comme ça, c'est évident que, vous savez, et moi j'ai des choses, vous avez des expressions comme ça, qui sont à la mode, comme la gouvernance, la bonne gouvernance. Moi, c'est pas besoin de s'embêter avec ces histoires-là, parce que ça, c'est des trucs à la mode. Mais c'est des choses qui, fondamentalement, tout ça, ça s'appelle la démocratie. Tout simplement. Et donc, je répète, qu'est-ce que, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler, finalement, de quoi je vous parle? Je vous parle des mauvaises décisions, des mauvais choix. Bien. Des mauvais choix. Des choses des décisions qui sont faites sans tenir compte des besoins de la population. Eh bien, le cœur du problème est là. Aujourd'hui, quel est le problème de ce pays? C'est que vous avez un gouvernement. Le gouvernement, même passant sur un élu, pas élu, enfin, quand il commence à travailler, qu'est-ce qu'il vous dit? D'abord, dans la Constitution actuelle, on a une nouvelle Constitution. Est-ce que vous savez que le Conseil de gouvernement ne peut pas décider de toutes les décisions, notamment économiques et sociales, dites stratégiques? Ça veut dire que tout ce qui compte, toutes les décisions importantes, elles ne sont pas prises au niveau du Conseil du gouvernement. Elles sont prises au niveau du Conseil des ministres, c'est-à-dire au niveau du roi. Clairement. Donc, quel est le problème? Je veux dire, encore une fois, du point de vue de ce qu'on appelle la bonne gouvernance.
c'est que demain arrivent les élections. Moi, simple citoyen, qui va me rendre compte? Qui va me rendre compte? Je vais parler avec Belkirem. Par exemple, je vais lui parler du TGV. Il va me dire, ah ben le TGV, c'est pas moi. Peut-être qu'on peut parler des retraites. Ah ben les retraites, c'est pas moi. On va parler peut-être, j'en sais rien, de mille autres questions. Ah, c'est pas moi. Les infrastructures, ah, c'est pas moi. L'INDH, ah, c'est pas moi. Alors, qui? Si c'est le roi, je veux bien. Mais alors, dans ce cas-là, je demande une seule chose. Je répète, en tant que simple citoyen. Mais je demande que le roi rende compte. Si le roi ne peut pas rendre compte, et je peux le comprendre, dans une monarchie, le roi ne rend pas compte. Mais alors, dans ce cas-là, il faut qu'il devienne une monarchie parlementaire. C'est la seule. Je vous assure, j'essaie simplement, je ne cherche pas d'applaudissements. J'essaie simplement de vous expliquer le bon sens. Ch'nou est le bon sens. Moi, je ne demande pas si le roi ne veut pas rendre compte, il est à sa place, très bien. Mais alors, dans ce cas-là, qu'il se contente de faire ce qu'il ne va pas être le premier. Toutes les monarchies dans le monde qui se respectent. Regardez les monarchies en colonne. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la monarchie, mais c'est une monarchie qui reste un symbole, qui représente une symbolique dans le pays, qui règne, mais ne gouverne pas. Ne gouverne pas, c'est ça le plus important. Ne prend pas donc de décisions qui concernent ma vie et votre vie quotidienne. Parce que je répète, si dans un tel système, demain, c'est toi, ne me raconte pas l'histoire, c'est toi. Donc c'est toi que je vais juger. C'est toi qui doit rendre compte. C'est ça. Et donc, si Belkirem a réussi, je vais lui renouveler ma confiance. Si Belkirem n'a pas réussi, je vais choisir autre chose. C'est ça la démocratie. Or, je ne suis pas dans un régime aujourd'hui de ce type. Je ne peux pas demander des comptes à celui qui décide. C'est ça le nœud du problème. Alors imaginez la même chose. Vous êtes dans une société anonyme. Je reviens encore une fois exprès, pour vous dire que je ne veux pas faire de la politique. Vous êtes dans une société anonyme. Vous êtes devant un PDG qui prend les décisions qu'il veut. Il entraîne la société à la faillite. J'espère que je vous ai assez montré que malheureusement, ce n'est pas une hypothèse qui est loin pour notre pays. Et oui. Je suis en train de prendre des décisions qui entraînent la société à la faillite. Et il vient, l'Assemblée Générale, dit, moi je n'ai de compte à rendre en personne. Je ne vous dis rien du tout. Et je veux que vous me gardiez président. Brétio, je suis là. Vous trouvez ça normal? Voilà. Je dis très simplement la situation où se trouve ce pays. Donc, encore une fois, et je vous assure, il n'est pas question de parler en termes irrévérencieux, et chacun se respecte, on a le respect de nos institutions, il n'est pas question il n'est simplement question en tant que citoyen, parce qu'on va être des citoyens, on ne va pas être des sujets. Que nous clair, moi je ne veux pas être un sujet, je ne suis pas un sujet. En tant que citoyen, je veux que mon pays se développe, c'est aussi simple que ça. Et pour qu'il se développe, je veux un système de gouvernance, donc un système politique, où je peux élire ceux qui décident, mais ceux qui vont se cacher derrière et me dire « Ah, c'est pas moi », etc. Je veux élire ceux qui décident, légitimer ceux qui décident, et ensuite demander des comptes à ceux qui décident, et me donner le droit de les changer. C'est ça le problème. Les changer s'ils ne me conviennent pas. Je veux avoir le droit de voter pour une autre alternative. Je n'ai pas ce droit aujourd'hui. Est-ce normal? Donc voilà, à mon avis, là, dans le problème. Et donc c'est ce que je veux dire quand je dis que l'avenir de l'économie sera démocratique ou ne sera pas. Je suis simplement en train d'expliquer que la démocratie dans l'économie est la condition de l'efficacité. Mais je dirais bien sûr que la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est le respect des individus, c'est la citoyenneté, tout ça c'est très bien. Mais en tant qu'économiste, je ne vous apporte rien là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je peux vous apporter, c'est de vous expliquer comment, quand vous exigez la démocratie dans ce pays, là, vous exigez votre droit au développement de votre pays. Point. Et
et merci. Bonsoir. Nous tenons à s'excuser pour le retard quant au commencement de la conférence. Nous tenons bien évidemment à remercier M. Raspier pour cette précieuse conférence, assez consistante, en dépit de son caractère sceptique à l'âme. Bon, sans plus tarder, nous passons aux interventions. Donc, si l'on a bien sûr. Bonsoir. Je vais abuser un peu de votre gentillesse et vous demander un peu d'être assez bref et assez prompt afin qu'on puisse donner la parole à tout le monde et qu'on puisse un peu garantir la parole au niveau de conflit, de faire un petit peu. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Abdelali, étudiant en économie à l'Université 25. Monsieur Raspé, vous savez très bien que pour remédier, pour pallier aux diverses problématiques que vous avez soulevées, les précédents gouvernements se sont engagés à déployer plusieurs politiques publiques, plusieurs stratégies, INDH, plan Maroc vert, plan émergence, bref, tout un arsenal de politiques publiques massives pour accompagner le modèle de croissance fondé sur le marché que vous avez évoqué et remédier en quelque sorte à ces problématiques. Malheureusement, les faits sont incontestables. Alors ma question, pourquoi ce paradoxe entre les politiques publiques et les faits persiste toujours? Et pourquoi le politique sont inaccordables avec les faits? Merci. Bonsoir, Samy, lauréat de l'IPT 2008 et président de l'association Cadre Démocratie Maroc. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'excellente présentation et ça fait plusieurs fois que j'assiste à vos conférences. Et comme vous l'avez dit, malheureusement à chaque fois, on voit ça avec un peu de rancœur, un cœur pincé, parce qu'on se dit que c'est la même chose qui se répète à chaque fois. C'est l'économie marocaine n'est pas en train d'évoluer. On est en train de vivre la même chose ma question, je voudrais la poser sur deux problématiques que vous avez citées, à savoir l'agriculture et la fiscalité. Et je sais que si on les rassemble tous les deux, ça donne un cocktail molotov qui nous explose en plein décor, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, l'agriculture au Maroc, c'est un secteur qui est exonéré d'impôts. Et ma question est la suivante, est-ce qu'il serait judicieux aujourd'hui pour ce gouvernement d'imposer le secteur agricole? Certes, ça va créer des ressources pour le budget de l'État, mais est-ce que ça ne va pas plomber un secteur économique qui est déjà en difficulté, qui représente, comme vous l'avez cité dans vos périodes, à près 10% du PIB du pays? Merci. Bonsoir, Amine, étudiant en 3e année lycéenne et économie appliquée. Ma question c'est concernant la situation future de l'économie marocaine en rapport avec la mondialisation qui va toujours bénéficier de l'économie mondiale. Avec la libéralisation des flux financiers et flux commerciaux, mais qu'il y aura d'autre part un effet négatif au niveau social aussi. Au niveau environnemental, avec la dégradation environnementale et l'épuisement des ressources énergétiques fossiles, ainsi qu'aux autres intentions migratoires. Au niveau social, il y aura bien sûr une affirmation des sociétés civiles et de leur interconnexion mondiale. Alors tous ces enjeux auront bien sûr un effet, un effet négatif transnational. Ma question c'est est-ce qu'il existe actuellement des stratégies relativement optimales qui peuvent minimiser l'effet négatif de la mondialisation? Et si c'est le cas, est-ce que les décideurs marocains, avec le gouvernement
industriels travaillent sur ces stratégies qui peuvent mener le Maroc, ou bien qui peuvent faire du Maroc une particularité en termes d'IDH ou bien aux autres indices, en termes des autres indices d'inégalité, comme c'est le cas de la Tunisie ou bien de l'Afrique. Merci. Bonsoir, Hicham Tlokouch, étudiant à l'Université Mohamed V en économie. Donc voilà, en fait, en premier lieu, je voudrais parler de